Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur la maîtrise en sciences de l'éducation. Donc, avant de laisser la parole à nos conférenciers, je voulais vous faire part de quelques petites précisions. Donc, tout d'abord, cette séance sera enregistrée. Donc, pour cette raison, votre micro sera fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est une durée de 45 minutes. Donc, il y aura un 20 minutes de présentation suivi d'un 20 minutes de questions qui vont être posées à nos conférenciers de vive voix. Vous pouvez utiliser la section Q&R qui se trouve juste au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons les poser à nos conférenciers. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos conférenciers d'aujourd'hui qui sont Adriana Morales et Serge Larrivée, qui vont vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant à la maîtrise en sciences de l'éducation. Merci beaucoup. Bien, bonjour et merci d'être présent pour notre présentation. Alors, aujourd'hui, on veut vous parler, mieux vous faire connaître notre maîtrise en sciences de l'éducation de la faculté. Et juste avant de commencer, de vous projeter le PowerPoint, j'aimerais vous présenter une courte vidéo promotionnelle de l'université pour vous permettre d'avoir déjà en tête un certain nombre d'images. C'est très court, ça dure 1 minute 30 environ. Puis ensuite, je vais présenter officiellement la suite de l'activité sur notre faculté. Donc, je débute. Et voilà. Alors, je vais maintenant vous projeter le PowerPoint. Donc, je suis vice-doyen aux études supérieures et à la recherche et donc responsable des programmes de recherche à la Faculté des sciences d'éducation de l'université. Et comme vous l'avez vu, ces images, ça vous donne un portrait un peu de la vie qu'il y a à l'université. Et entre tout comme moi, j'imagine que ça vous donne le goût d'y aller, surtout lorsqu'on est à distance en ces moments. Donc, les beaux jours vont revenir, mais pour l'instant, il faut penser à l'admission, donc pour la préparation de la prochaine année. Venir à l'Université de Montréal, c'est quand même une richesse parce que l'Université de Montréal, elle est classée première au Québec en enseignement supérieur, troisième parmi les universités canadiennes qui sont les plus dynamiques en recherche. Et il y a beaucoup de monde, évidemment. Il y a environ 10 000 étudiants internationaux sur plus de 45 000 étudiants. Ça fait beaucoup de monde, vous voyez. Et en même temps, bien évidemment, un grand nombre de professeurs, de chercheurs, de chargés de cours qui sont là pour vous accueillir, pour vous encadrer, pour vous donner les cours, etc. Donc, ce qu'il faut garder en tête, malgré ce grand nombre de personnes, bien, un des intérêts importants, c'est que chaque étudiant a ses propres intérêts et ses questionnements, mais chacun peut avoir ses aspirations personnelles, professionnelles, car il y a de la place pour tout le monde. Notamment parce qu'à la Faculté des sciences d'éducation, si on regarde à notre faculté spécifiquement, il y a quand même plus de 70 professeurs spécialisés. Et là, on peut dire dans presque tous les domaines des sciences d'éducation, puisque avec un tel nombre, chacun ayant des expertises
similaires, complémentaires. On ne peut pas avoir 5 profs qui sont spécialistes du même domaine. Donc, on a une richesse avec 70 personnes qui traitent de sujets très différents liés à des domaines particuliers qui sont sous la tâche d'un département. Donc, il y a 3 départements et les professeurs font partie donc d'un département plus spécifiquement. Il y a un département d'administration et fondement d'éducation, il y a un département de didactique et un département de psychopédagogie d'andragogie. Et tantôt, Adriana Morales, qui est responsable de la maîtrise, va vous parler un peu plus en détail des expertises de chacun de ces départements. Et le vice-décanat, où je travaille avec Paul Campeau, qui est la modératrice que vous ne voyez pas, mais qui va répondre à vos questions par écrit, en clavardage, travaille avec moi et Jean-François Frappier pour aider, on est en service auprès des départements pour répondre aux besoins des étudiants plus spécifiquement. Pourquoi devriez-vous choisir notre faculté? Bien évidemment, il y a plusieurs raisons, mais notamment parce que les professeurs qui en font partie ont des expertises qui sont reconnues, nationalement bien sûr, mais aussi internationalement. Donc, un grand réseau aussi auquel vous pourrez vous greffer. Il y a de nombreuses thématiques qui peuvent être travaillées par vous. Donc, parfois, dès maintenant, là, ce n'est pas toujours clair quelle sera votre thématique, votre sujet de recherche. Ça ne dérange pas. L'important, c'est d'avoir quand même une idée générale de ce que vous voulez faire. Et ensuite, on pourra vous aider à préciser ou à trouver le professeur qui pourra vous encadrer selon votre thématique plus spécifique. Pourquoi aussi notre faculté a un plus à vous apporter, c'est qu'en fait, nous avons revu récemment nos programmes de maîtrise et de doctorat. Et nous sommes en implantation actuellement. Donc, c'est notre première année d'implantation et notre nouvelle formation, elle est solide, équilibrée et elle offre un encadrement qui est vraiment de qualité et qui est individualisé aussi. Donc, on vous accompagne tout au long de votre cheminement et tout cela pour vous aider à atteindre vos objectifs. Pour vous soutenir, évidemment, c'est certain que des études supérieures, ça coûte quand même une certaine somme, hein, c'est quand même important. Et on a pour cela plusieurs bourses, le concours de bourses qui existent à la faculté, au sein de l'UDM, mais aussi à l'extérieur par des grands organismes. Mais il y a différentes bourses, par exemple d'admission, de cheminement, de rayonnement, et ça, j'y reviendrai un peu plus tard pour vous donner quelques exemples plus précis. Il y a aussi un aspect qui est assez important, c'est que vous avez différentes opportunités de pouvoir vous développer sur le plan professionnel. Par exemple, en étant embauché comme auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche. Il y a aussi plusieurs choix de formation qui sont complémentaires selon diverses thématiques pour vous aider soit à rédiger une demande de bourse, à améliorer votre rédaction scientifique, à vous préparer à trouver un emploi. Donc, il y a des diverses possibilités selon vos intérêts, selon le temps aussi que vous avez à y accorder. Mais je vais céder maintenant la parole à ma collègue Adriana qui va poursuivre en vous parlant plus spécifiquement de la maîtrise en sciences d'éducation. Bonjour, merci Serge. Donc voilà, je m'appelle Adriana Morales, je suis donc la responsable de la maîtrise en recherche. Donc comme son nom le dit, c'est un programme de formation à la recherche. Normalement, on considère cette maîtrise-là comme la première voie d'accès au doctorat. Et vous allez voir, il y a d'autres perspectives quand même. Comme Serge vient de le dire, on forme nos étudiants dans divers domaines. Je vais vous donner quelques exemples, mais on n'est pas limité à ça. Et à part de s'en aller dans un doctorat, si ce n'est pas ça votre objectif, vous pouvez, par exemple, devenir professionnel de recherche. Et vous savez qu'il y a beaucoup de groupes de recherche dans notre faculté, dans d'autres facultés en sciences humaines et sociales, qui travaillent avec des professionnels de recherche. Vous pouvez travailler comme conseiller pédagogique, vous pouvez être aussi enseignant au collégial. Donc, vous voyez, c'est vraiment un programme qui offre vraiment beaucoup de perspectives d'avenir. Comme ça, je l'ai expliqué, on a 3 départements. Par exemple, dans le département d'administration et fondement de l'éducation, voici quelques thématiques dans lesquelles les professeurs travaillent. Par exemple, si vous vous intéressez à l'immigration, à l'université interculturelle, il y a des profs qui travaillent là-dessus. L'idéologie et l'éthique en éducation, on travaille aussi en éducation comparée internationale, on s'intéresse à l'équité, l'efficacité, la qualité de l'éducation. Il y a des professeurs qui travaillent aussi dans les domaines de la mesure et l'évaluation des apprentissages, et aussi des programmes. Et si ça vous intéresse, la gestion des systèmes éducatifs ou les politiques éducatives, là, vous avez des professeurs aussi dans ce département-là, et qui s'intéressent aussi au milieu défavorisé et tout ce qui touche le travail et les pratiques des divers professionnels et acteurs scolaires. Dans le département de didactique, donc bien sûr, les professeurs s'intéressent à tout ce qui touche les théories en didactique et développement de la pensée critique dans plusieurs disciplines, par exemple les mathématiques, les arts, les sciences humaines.
Et ces professeurs-là peuvent s'intéresser aussi à, par exemple, l'évaluation des programmes, des manuels scolaires, du matériel didactique, par exemple, qu'on utilise à l'école ou même à l'université. Ils s'intéressent aussi à l'autodidactique et les difficultés d'apprentissage à tous les niveaux, donc au préscolaire, primaire, au secondaire, mais même aussi à l'université ou au postsecondaire. Les professeurs travaillent aussi en didactique des arts plastiques, l'éthique, la culture religieuse, français, histoire et géographie. Bref, les matières qu'on voit à l'école et à collégial et à l'université, toutes ces disciplines-là et les points de vue didactiques et travaillés dans ces départements-là. Et ils ne sont pas limités à ces disciplines-là, mais ils travaillent aussi en lien avec des enjeux d'immigration, par exemple, des minorités, et, par exemple, d'apprentissage du français langue seconde, et ils s'intéressent aussi à la formation initiale et continue des enseignants. Et finalement, dans le département de psychopédagogie, les professeurs s'intéressent à tout ce qui touche l'apprentissage, encore une fois aux différents niveaux, des enfants, des adolescents, des adultes, bien sûr aux difficultés d'apprentissage, l'éducation interculturelle et les milieux favorisés. Ils s'intéressent aussi, par exemple, au rapport entre l'école, la famille, la communauté, l'enseignement et les pratiques enseignantes. Il y a beaucoup de professeurs qui travaillent aussi en pédagogie postsecondaire, si ça vous intéresse, motivation scolaire, numérique en éducation, questions autochtones, santé mentale. Donc, vous voyez, comme Serge vient de le dire, ça c'est juste des exemples des thématiques ou des thèmes dans lesquels vous pouvez s'intéresser, mais bien sûr, vous n'êtes pas limité à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être admis à cette maîtrise? Première chose à prendre en considération, l'admission se fait seulement à l'automne, donc les programmes commencent toujours à l'automne. Vous devez être titulaire d'un diplôme de premier cycle, donc d'un baccalauréat de notre faculté ou de notre faculté qui vous prépare à un tel programme. Et il faut avoir une moyenne de 3 sur 4,3. Et bien sûr, il faut faire preuve d'une connaissance des langues anglaises et françaises. Bien sûr, ça se peut que selon les profils, on va vous demander peut-être de passer un test de connaissance de français selon votre profil, mais là, on irait cas par cas. Ensuite, il y a les statuts. Vous pouvez vous inscrire à temps plein ou à demi-temps. Si vous êtes inscrit à temps plein, par exemple, on va vous exiger une scolarité minimale de 3 trimestres. Donc, on vous exige que vous passez au moins 1 an à faire la maîtrise et une scolarité maximale de 2 ans. Donc, c'est ça l'idéal, vous terminez en 2 ans. Si vous êtes à demi-temps, on va faire une maîtrise normalement en 3 ans. Bien sûr, on exclut toutes les interruptions, les congés de santé ou des maladies qui peuvent arriver. Donc voilà un peu la structure générale de notre programme. Comme vous voyez ici, c'est un programme de 45 crédits. Ça vous donne un diplôme de MA, donc une maîtrise en recherche. Nous proposons 4 cours obligatoires que je vais vous expliquer ces cours-là plus tard dans le cheminement type. Et vous avez aussi 2 cours options, donc 6 crédits à lire dans les différents cours qu'on offre à la faculté. Vous avez aussi des crédits qu'on vous donne selon les dépôts de vos devis et du mémoire. Et vous voyez que les 3 blocs qu'on observe là, ils sont parce que vous êtes attaché à un département, selon le département d'attache et votre direction de recherche, mais dans tous les cas, la structure de la maîtrise est la même. Donc, si on regarde, on vous présente ici un cheminement type à temps plein. Donc, bien sûr, ça change un peu si vous êtes à demi-temps. Bien sûr, les exigences sont les mêmes, mais si on est inscrit à temps plein, donc, on commence la première année à l'automne. On commence par 2 cours obligatoires. Un cours d'épistémologie et recherche, ça c'est un nouveau cours qu'on n'avait pas par exemple dans l'ancienne maîtrise. Donc c'est un cours qui s'est enrichi parce qu'on va s'intéresser non seulement aux méthodes de recherche, mais à tous les enjeux épistémologiques. Donc c'est un cours qui est devenu beaucoup plus riche en contenu. Donc c'est un cours obligatoire, c'est un des premiers cours que vous devez suivre. Et on va vous demander aussi de suivre un cours de recherche et d'analyse qualitative. À ce moment-ci, vous pouvez aussi inscrire votre premier cours à option et vous allez déposer un plan global d'études. Ça, c'est un document que vous allez travailler avec votre direction de recherche. Donc, vous exposez un peu les parcours que vous allez suivre pendant ces 2 ans-là et un peu les étapes administratives que vous allez passer, à quel moment vous allez faire certaines sections de votre mémoire. Donc, à ce moment-ci, à l'automne, vous travaillez à votre direction puis vous déposez votre plan global d'études. À l'hiver,
vous suivez un autre cours obligatoire, c'est le séminaire de recherche. Dans ces cours, vous allez travailler avec les professeurs et les collègues pour faire un premier brouillon de votre devis de recherche. Donc, vous allez travailler votre problématique, votre cas théorique, votre méthodologie, et ce qui va vous permettre de les travailler ensuite avec votre direction. Donc, vous avez un premier brouillon que vous le travaillez pendant les séminaires de recherche. Vous continuez à le développer en travaillant ensemble avec votre directeur ou directrice. À ce moment-ci, vous avez aussi un autre cours optionnel à suivre. Et vous enregistrez votre sujet de recherche, c'est-à-dire que vous déposez un document dont vous indiquez voici les thèmes sur lesquels je vais travailler, voici les titres provisoires, par exemple, de mon mémoire, voici à ce qui je m'intéresse. Parce qu'avec les séminaires et tout, vous allez déjà avoir une idée plus claire du thème que vous voulez travailler. À l'été, vous voyez, on vous propose un dernier cours obligatoire, c'est le cours de recherche et analyse qualitative. Donc, vous avez passé la recherche quantitative, là, on s'en va vers les quali parce que dans cette maîtrise-là, on veut que nos étudiants comprennent les deux approches, méthode et analyse qualitative et quantitative aussi. À ce moment-ci, vous terminez de peaufiner un peu votre devis de recherche, c'est-à-dire les 3 premiers chapitres de votre mémoire. Vous le déposez, il y a un jury qui l'évalue et vous obtenez votre crédit. Ça veut dire, c'est un peu l'OK pour dire, allez-y, vous pouvez faire votre projet. Que l'idée, c'est de le commencer à l'automne de la 12e année. Vous demandez votre certificat d'éthique. À ce moment-ci, vous n'avez plus de scolarité à faire, vous avez terminé vos cours. Donc, vous êtes dans un statut qu'on appelle un statut en rédaction. C'est à ce moment-ci que vous commencez la collecte de données et à l'hiver, ensuite, vous allez analyser vos données, commencer la rédaction finale de votre mémoire et on attend que les dépôts de votre mémoire s'effacent à l'été pour qu'il soit ensuite évalué par les jurys. Puis voilà, c'est la fin, vous obtenez votre diplôme. Donc voilà. Merci, Adriana. Alors, moi, je vais poursuivre maintenant en parlant brièvement, mais très brièvement, parce que vous aurez accès aux informations par la suite, le coût des études et le financement. Alors, je veux surtout attirer votre attention. Ici, c'est un tableau qui présente les coûts pour un étudiant international. On présente à gauche ici une scolarité sur 2 ans. Hein, vous faites votre maîtrise en 2 ans, ou parfois, il y en a qui le font en 3 ans. Et je vous invite à regarder vraiment la différence de prix. Hein. Si vous le faites en 2 ans ou en 3 ans, vous pouvez sauver beaucoup d'argent. Donc, ça vaut la peine de bien s'investir dans votre cheminement pour le faire le plus rapidement possible. Il faut savoir, vous avez au début les droits de scolarité de base. Ensuite, pour les internationaux, il y a un supplément qu'il faut payer. Il y a d'autres frais, des assurances, etc. Ça vous donne un montant total. Ensuite, pour la maîtrise, les étudiants internationaux, il y a une bourse d'exemption donnée par l'université qui est l'équivalent de 9 420 $. Donc, ça change votre montant global. Et là, évidemment, comme étudiant international, vous devez vous loger et vivre ici. Alors, on évalue approximativement et minimalement autour de 16 000 $, un petit peu plus pour la première année pour l'installation, de pouvoir habiter et se nourrir, loger, etc., vêtir. Donc, vous voyez le total, le grand total ici dans la colonne de droite. Donc, je vais vous laisser, vous pourrez regarder plus en détail selon votre profil. Il y a un autre tableau qui présente un profil pour les étudiants français et belges. Quelques petites différences parce qu'ils n'ont pas, en raison d'entente entre les universités, il n'y a pas de supplément, mais donc il n'y a pas de bourse. Alors, ça fait une petite différence. Et finalement, pour les étudiants québécois, alors évidemment, on ne met pas ici dans le tableau des frais pour le logement, mais on est conscient qu'il y a des étudiants qui doivent quand même se loger parce qu'ils habitent à l'extérieur ou trop loin de l'Université de Montréal pour venir en transport en commun, en voiture ou autre. Donc, évidemment, là, on vous laisse calculer parce que les possibilités d'arrangement sont peut-être plus larges que pour les étudiants internationaux ou français et belges. Donc, vous voyez, mais ça vaut la peine. J'insiste surtout sur la durée de vos études parce que parfois, on ne prend pas en compte le fait que si on s'y investit davantage, on peut terminer plus rapidement et sauver beaucoup d'argent. Pour pouvoir vous aider justement à financer, je vous ai parlé des bourses tantôt. Alors ici, je vous donne quelques exemples d'une façon un peu plus précise de bourses qui existent. Des bourses d'excellence, par exemple, à l'admission. Selon votre moyenne à l'admission, vous pouvez obtenir automatiquement, sans faire la demande, un montant selon votre moyenne. Il y a des bourses aussi selon le meilleur dossier à l'admission.
Nous avons aussi, pour vous encourager justement à poursuivre votre cheminement selon les temps prévus, des bourses de cheminement. Donc, quand vous déposez votre devis, votre mémoire, selon certains temps, selon certains trimestres, vous pouvez obtenir automatiquement aussi une bourse. Donc, ça vous encourage à suivre le cheminement prévu. Mais il y a d'autres bourses également, et ici, ce n'est pas exhaustif, là, toutes les bourses qui sont ici, il y en a plus que ça. Des bourses en intelligence artificielle, des bourses de rédaction, des bourses pour des étudiants africains, etc. Et nous avons aussi des bourses de rayonnement pour les étudiants qui veulent aussi aller dans des congrès, des colloques, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même un grand nombre de bourses. Ça, c'est les bourses de la faculté, mais il y en a aussi plusieurs de l'université et d'autres organismes. Des questions que parfois on se pose, hein, quand déposer une demande d'admission, en fait, je vous dirais le plus tôt possible, c'est le mieux pour vous, parce que un des défis pour les programmes de recherche, c'est de vous trouver une direction de recherche qui va accepter de vous encadrer. Donc, si vous avez déjà entrepris des démarches auprès d'un professeur et que vous avez déjà une direction de recherche, ça va, c'est plus rapide, mais en général, on peut vous aider à faire ces démarches ou à vous mettre en contact avec des professeurs selon vos intérêts de recherche. Et comme ça prend du temps, bien plus vite que vous amorcez vous déposez votre demande d'admission, plus vite on peut, dès la période d'analyse des dossiers, vous mettre en contact avec un professeur. Et justement, la question, est-ce que vous devez absolument trouver votre direction de recherche? Bien, pas obligatoirement, évidemment. On est là aussi pour vous aider. Notamment, Adriana va faire ce suivi-là auprès des étudiants qui déposent une demande d'admission. Et comment déposer une demande d'admission? Bien, on a mis l'hyperlien. Vous n'avez qu'à aller sur le site et là, vraiment, tout est expliqué en détail. Des personnes ressources, en fait, pour la maîtrise, principalement, il y a Adriana qui est la responsable de la maîtrise, Nicole Gaboury qui n'est pas ici, qui est la technicienne en gestion de dossiers des étudiants, donc celle qui s'occupe de vos dossiers pour les aspects administratifs. Paul Campeau, qui est la modératrice actuellement, qui est mon adjointe, qui est particulièrement responsable des bourses et qui va vous conseiller sur quel concours vous pourriez participer. Et moi-même, évidemment, qui est là en support, en soutien pour les étudiants, pour les facultés, pour les professeurs, pour s'arranger que tout se passe le mieux possible pour vous. Alors, on pourrait arrêter ici et maintenant répondre à vos questions. Donc, Madame Morales, Monsieur Larrivée, merci beaucoup. Comme vous avez dit, nous allons maintenant prendre le temps de répondre à quelques questions qui nous ont été posées. Une première question pour vous. J'apprécie votre aide pour m'informer des conditions d'admission pour le français et l'anglais. En particulier, j'aimerais savoir quels examens je dois passer et quel niveau je dois obtenir. Serge, je te laisse répondre à cette question. Alors, bien pour l'instant, jusqu'à maintenant, en fait, les étudiants, on leur demandait de passer le TFI, mais nous sommes en transition. Il y aura des nouveaux instruments parce que pour l'adaptation, puis dans certains pays, il y a des étudiants qui ont de la difficulté à avoir accès aussi à cet outil. Alors, je sais qu'il y a un comité à l'université qui travaille actuellement et qui, lorsque vous déposez votre demande d'admission, va vous informer là, à ce moment-là qu'est-ce qu'on vous demande de suivre. Mais évidemment, pour les étudiants internationaux, on vous demande de suivre ça dans votre pays, pas d'attendre de venir ici. Et là, selon l'instrument, le niveau pourra varier. Mais ce qui peut arriver, c'est que vous allez être accepté sans condition. Certains peuvent être acceptés avec des conditions et d'autres pourraient être refusés selon le niveau de réussite ou pas. Mais il faut savoir que c'est un aspect important quand même de bien maîtriser la langue parce que c'est ce qui vous aide à bien réussir ensuite dans la rédaction de vos travaux, de votre mémoire. Mais on a des ressources aussi sur place. Le Centre de communication écrite qui offre des suivis, même des outils diagnostiques pour vous aider à préciser quelles sont vos faiblesses pour les travailler plus spécifiquement, même une fois que vous êtes admis. Donc, c'est un travail, la qualité de la langue, c'est un travail, je dirais, que les étudiants ont à parfaire durant toute leur formation habituellement. On apprend beaucoup en poursuivant des études supérieures, que ce soit la maîtrise ou au doctorat. Parfait, merci. Nous avons une autre question. Est-ce que les travailleurs sociaux, assistants sociaux ont accès à cette maîtrise? Je peux répondre. En effet, si vous avez un baccalauréat avec la moyenne, il faut savoir que les sciences de l'éducation sont basées ou s'alimentent beaucoup des sciences sociales et humaines. Et donc, on partage beaucoup des cadres théoriques et méthodologiques avec le travail social et autres, par exemple la sociologie, l'anthropologie. Donc, oui, en effet, cette maîtrise est ouverte à tous les étudiants qui remplissent les critères d'admission et qui s'intéressent à un enjeu de l'éducation qui peut être en lien avec des enjeux qu'on traite aussi en travail social. Parfait, merci beaucoup.
On a une autre question. Bonjour, j'ai un cours complémentaire à suivre dans mon programme, mais je ne l'ai pas remarqué dans la liste du segment de cours disponible. Pourrais-je m'adresser au service du registrariat? Là, je ne comprends pas. Dans un cours à suivre dans son programme, je ne sais pas de quel programme il s'agit. Là, je comprends que c'est un étudiant qui est déjà admis dans un autre programme, mais je ne comprends pas bien la question. Ce serait difficile d'y répondre. Oui, je n'ai pas plus de détails. Si jamais la personne qui a posé la question aimerait ajouter des détails, on va pouvoir répondre peut-être mieux à cette Oui, question. En attendant, peut-être. je pense. Mais peut-être ce que je peux dire, c'est juste que si c'est un étudiant qui est dans un autre programme et qui souhaiterait suivre un cours de notre faculté, il y a des ententes possibles quand il y a de la place dans nos cours, selon les cours qu'on veut suivre. Et pour nos étudiants qui sont dans nos programmes, bien, ils ont une liste de cours possibles à suivre dans les 3 départements, dans les cours options. Ils ont un grand nombre de cours possibles là, pour répondre justement aux intérêts de recherche de chaque étudiant. Génial, merci beaucoup. Une autre question. Pouvez-vous parler du microprogramme de 2e cycle universitaire de formation à l'enseignement postsecondaire? Non, en fait, ici, on présente spécifiquement la maîtrise de recherche. Ça prendrait beaucoup de temps si je parlais de notre programme, puis il faudrait suivre. Vous pouvez nous écrire, par contre, on peut vous mettre en contact avec le responsable du programme qui pourra répondre à vos questions, mais ce ne serait pas la place pour moi de répondre à cette question ici maintenant. Super, merci. J'ai une autre question. Bonjour, j'ai déjà présenté ma demande d'admission. Quand devrais-je m'attendre à recevoir un avis de décision? Merci. Ben, peut-être ce que je peux dire, en fait, il y a plusieurs vagues d'admission à l'université. La première date de la première vague, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le 1er février. Alors, d'ici le 1er février, nous allons traiter les demandes, nous allons analyser les dossiers, regarder parce que c'est du cas par cas, évidemment, selon vos diplômes antérieurs, si vous venez du Québec ou si vous êtes étudiant français, belge ou ailleurs à l'international. Donc, tout ça, on doit prendre ça en compte. Si vous n'avez pas de direction de recherche aussi, amorcer le travail pour voir est-ce qu'on peut répondre à vos besoins. D'ailleurs, il y a un questionnaire, lors du dépôt de la demande d'admission, il y a un questionnaire de motivation dans lequel on vous pose plusieurs questions qui nous aident à mieux vous connaître, à mieux comprendre qu'est-ce que vous voulez venir travailler comme thématique ici. Alors, tout ça se fait en même temps, mais disons que la première vague jusqu'en février, nous allons procéder rapidement après le 1er février pour donner les réponses, pour pouvoir vous permettre, vous, de vous organiser, surtout si vous avez à venir ici, si vous êtes à l'international. Mais par la suite, un étudiant qui dépose sa demande un peu plus tard, nous, on va continuer. En fait, on n'a pas de quota, on n'a pas de limite à la faculté. C'est juste que ça prend une direction de recherche. Donc, plus vous tardez, plus il reste moins de choix dans les directions de recherche parce qu'il se peut qu'un professeur n'en prenne plus parce qu'il a suffisamment d'étudiants encadrés pour l'instant. Donc, c'est pourquoi c'est préférable de faire rapidement, mais sinon, on en accepte jusqu'au printemps facilement, en autant qu'on trouve une direction de recherche et que l'étudiant répond aux exigences et aux conditions d'admissibilité au programme. Super, merci. On va passer à une autre question. Bonjour, quelles sont les possibilités de travailler comme professeur assistant au niveau de la maîtrise dans l'UDM ou département? Oui, je peux répondre. Et en fait, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez travailler comme auxiliaire de recherche. On a plusieurs offres d'emploi qui sont sur le site de la faculté de chaque département aussi. Et dépendamment de votre direction de recherche, il y a des directions qui travaillent avec leurs étudiants sur leurs projets. Et il y a aussi beaucoup de possibilités de travailler comme assistant d'enseignement. Donc, vous pouvez, par exemple, dans les cours de premier cycle, il y a beaucoup de professeurs qui vont aussi afficher les postes au sein de la faculté. Donc, voilà. En effet, la réponse est oui, il y a beaucoup de possibilités de travailler comme assistant dans notre faculté lorsque vous êtes à la maîtrise. Super, merci. On a une autre question. Le DALF C2 en français pour les étudiants internationaux pourrait-il se substituer au TCF Canada? Je ne suis pas moi qui s'occupe, ni Adriana comme telle, des tests de français spécifiquement. Comme je disais, il y a un comité à l'université qui s'occupe et qui est à revoir et qui va aussi dire qu'est-ce qui est acceptable selon les tests qui ont été passés, parce que justement, le problème, c'est que ce ne sont pas les étudiants ne peuvent pas suivre tous le même test dans leur pays. Alors, je ne pourrais pas répondre, mais on va prendre en note la question, puis on pourrait trouver l'information. Super, merci. On a une autre question. Je suis professeur de mathématiques, mais en Côte d'Ivoire. Quelle est la procédure pour être admis à cette maîtrise dans votre établissement? Merci de me répondre.
Je prends pour acquis que vous êtes professeur avec un baccalauréat. Bon, la procédure, c'est la même, c'est-à-dire avoir un baccalauréat. Si c'est en mathématiques, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en sciences sociales humaines, ça se peut, ça arrive que dépendant du profil, on va vous demander de faire un cours complémentaire sur une thématique particulière, mais en général, vous pouvez être admis à la maîtrise avec un baccalauréat si vous êtes enseignant de mathématiques dans votre pays. Donc, la procédure est la même comme pour tous les étudiants. Juste une information que j'aimerais donner parce que je me rends compte que souvent des étudiants qui ont soit une mauvaise information ou qui pensent qu'ils vont pouvoir enseigner avec une maîtrise de recherche en sciences d'éducation. Au Québec, là, je parle. Alors, au Québec, pour pouvoir enseigner, ça prend un diplôme de baccalauréat, un diplôme de premier cycle qui qualifie à l'enseignement. Et dans les programmes de maîtrise, on a ce qu'on appelle, nous, une maîtrise qualifiante pour enseigner au secondaire. Puis on est à avoir une maîtrise qualifiante pour enseigner au primaire, mais ce n'est pas encore agréé là, par les organismes. Mais peut-être qu'on aura ça à court terme. Mais sinon, les maîtrises, comme la maîtrise de recherche, ne donnent pas la possibilité d'enseigner au Québec dans les écoles. C'est un autre diplôme. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des étudiants qui s'inscrivent à la maîtrise de recherche en pensant que par la suite, ils vont pouvoir enseigner au primaire, au secondaire, et ce n'est pas le cas. C'est un autre profil, un autre cheminement qu'il faut suivre. Mais par contre, et là, ce n'est pas parce que vous êtes enseignant dans votre pays que vous allez automatiquement pouvoir enseigner ici. Donc, il y a des démarches à faire, des reconnaissances de diplômes et d'acquis. Mais c'est juste une nuance que je voulais apporter pour éviter que vous déposiez une demande d'admission dans le mauvais programme, en fait. Super, merci. On a une autre question. Bonjour, il y a un cours pour lequel on me demande de fournir le nom du professeur qui a accepté de m'accompagner dans ce cours avant d'être inscrit. Comment faire puisque je ne connais pas encore les professeurs? J'imagine le seul cours que j'ai en tête qui pourrait demander ça, c'est un cours de lecture individuelle, qui est un cours en tutorat dans lequel on s'entend avec le professeur, avec un professeur qui a accepté de nous diriger, de nous encadrer, qui peut être notre directeur de recherche, mais ça pourrait être un autre professeur. Alors, par exemple, moi, j'ai des étudiants qui viennent me voir parfois qui veulent travailler sur mes problématiques de recherche à moi et j'accepte de les encadrer dans ce cours-là et on se donne un plan de lecture ensemble. L'étudiant doit me proposer des lectures, moi je lui en propose et durant le trimestre, c'est des lectures, des analyses synthèses de différents textes. Alors là, évidemment, si on demande, l'étudiant veut s'inscrire dans ce cours, la secrétaire va lui demander en fait de lui dire avec quel professeur. Et c'est juste qu'à ce moment-là, si l'étudiant n'est pas encore ici, c'est pour ça que je ne comprends pas bien le contexte, parce qu'habituellement, on s'inscrit à ce cours-là quand on est déjà admis et inscrit. Alors, on connaît les professeurs ou on peut voir la liste des professeurs et prendre contact avec l'un d'eux. Alors là, c'est pour ça que je ne suis pas certain de comprendre à 100% la question, mais sinon, il faut contacter des professeurs qui travaillent sur la thématique qu'on veut explorer dans le cours de lecture. Parfait, merci. On va poursuivre avec une autre question. Est-ce que la faculté organise des événements pour les étudiants ou le public? Oui, en fait, il y a plein d'événements qui se font pour les étudiants quand ils sont à la maîtrise ou au doctorat aussi. En fait, il y a plein d'événements qui se font pour les étudiants des cycles supérieurs ensemble. Par exemple, on a des colloques, on a les colloques éducatifs présents qui sont organisés par l'association étudiante. Et l'association étudiante aussi fait, bon, c'est sûr que là, on est en pandémie, puis là, on a essayé de faire des événements plus à distance, mais lorsqu'on n'est pas en pandémie, par exemple, il y a des rencontres, des cafés, dans les cafés étudiants, par exemple, il y a des conférences, il y a des activités sociales. Il y a aussi des formations pour obtenir des bourses. On a aussi, par exemple, un centre de recherche au sein de la faculté qui organise plusieurs conférences dans lesquelles, des fois, les conférenciers sont aussi les étudiants en cycle supérieur. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelques événements qu'on fait. En fait, il y a toutes sortes d'événements. Il y en a aussi sur des remises de prix. Il y en a qui sont aussi au niveau institutionnel, organisés par l'université ou par des services de l'université. Alors là, il y a vraiment un grand choix d'activités, que ce soit scientifiques, des activités sociales, culturelles, etc.
Alors, si vous avez le goût de vous impliquer, il y a vraiment, vous avez vu dans la vidéo tantôt, hein, l'Université de Montréal, c'est une petite ville en soi. Alors, vous avez beaucoup d'opportunités. Mais à la faculté, évidemment, on essaie de compléter. Il y a des activités qui sont plus ponctuelles et en lien avec nos étudiants. Et comme le mentionnait Adriana, nous avons une association étudiante vraiment très, très dynamique et active qui organise toutes sortes d'activités. Le colloque dont elle mentionnait, qui est un des plus, sinon le plus reconnu aux études supérieures au Québec. Il y a des étudiants de différentes universités qui y assistent chaque année et ils ont aussi plusieurs activités en parallèle, dont vous avez possiblement entendu parler de Taisez-vous. Bien que le mot thèse, c'est pour les doctorants, mais il y a aussi des étudiants de maîtrise qui participent à ces activités de retraite pour vous aider à rédiger, ne pas être seul, pouvoir échanger avec d'autres. Alors, il y a toutes sortes d'activités, mais je crois que ce sera le choix et à vous de faire le choix de ce qui vous conviendra. Excellent, merci beaucoup. On a le temps de répondre à une dernière petite question. À quoi peut ressembler l'horaire? Oui, ben, en fait, on est conscient, dans notre faculté, on a beaucoup d'étudiants qui travaillent à temps plein ou qui travaillent à temps partiel. En général, les horaires de cours au cycle supérieur dans notre faculté, tant de la maîtrise comme du doctorat, se donnent les soirs. Et on a aussi des cours de fin de semaine, c'est moins courant, mais normalement, les cours se donnent, par exemple, de 5h30 à 8h30 ou de 6 à 8, etc. Donc, normalement, l'horaire, si vous allez être inscrit dans 2 cours obligatoires, vous allez avoir 2 soirs de la semaine, un cours de 2 ou 3 heures, dépendamment. Ben, c'est sûr qu'avec les cours à distance actuellement, on essaie de s'adapter un peu. Mais en général, c'est ça. Donc, on est très conscient que si vous voulez travailler, puis bien sûr, si vous avez l'énergie et le temps pour travailler et faire une maîtrise en même temps, normalement, les horaires sont adaptés à ce type de contraintes, on dirait. Peut-être quelque chose que je peux dire pour compléter. On a parlé tantôt des statuts temps plein ou demi-temps. Et là, on peut penser que si, bon, moi, je travaille, supposons, à temps partiel, je vais donc m'inscrire à demi-temps. Pas nécessairement, c'est un statut administratif. Il faut savoir si vous voulez participer au concours de bourse, notamment des grands organismes, mais aussi même de l'institution, il faut être inscrit à temps plein. Ça veut dire qu'il faut quand même accorder assez de temps à ses études. On peut pas, mais il y a des étudiants donc qui travaillent en parallèle, mais qui sont inscrits à temps plein parce qu'ils accordent assez d'heures par semaine à leurs études. Donc, c'est pourquoi c'est administratif, c'est que ça vous dit que vous avez 2 ans ou 3 ans, comme l'expliquait Adriana, pour réaliser votre maîtrise. Mais donc, c'est juste que la plupart de nos étudiants travaillent à temps partiel ou à temps plein. Et ça n'empêche pas nécessairement d'être à statut temps plein ou d'autres à demi-temps. Mais c'est surtout si vous voulez, vous avez l'intention de participer à des concours de bourse d'excellence. À ce moment-là, la plupart des concours vous demandent d'être inscrit à temps plein, alors c'est assez important. Sinon, vous allez être disqualifié d'avance, même si vous avez un excellent dossier.